va lancer avec Julien et Gilles Basque la visio, qui est importante aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de questions et j'ai vu même sur le chat, on nous a posé la question, c'est le niveau d'activité aujourd'hui sur le marché immobilier. Voilà. Donc, se représenter, mais Julien, par exemple, tu peux te représenter un petit peu, Julien, pour les nouveaux qui sont prêts. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Julien Musée, je suis courtier en crédit immobilier chez CAFPI à Marseille. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je suis dans le monde du courtage en crédit immobilier. J'accompagne mes clients dans leur démarche d'obtention, de négociation de prêts immobiliers. Et ce qu'on disait avant que ça commence, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché qui est un peu scindé en deux. On a pas mal de primo-accédants, donc des jeunes actifs qui viennent à nous pour des conseils, pour des calculs d'enveloppe, de l'accompagnement. Et on a aussi donc, le deuxième marché qui va être des gens qui sont déjà propriétaires et qui se posent des questions. J'ai acheté un appartement il y a 5 ans. Aujourd'hui, j'ai eu un deuxième enfant. J'aimerais peut-être une maison. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'y prendre? Est-ce qu'il faut que je vende? Est-ce que je dois vendre absolument avant d'acheter? On a des clients qui demandent avec des taux à 1% qu'ils ont obtenus en 2019, 2020, 2021. Aujourd'hui, comment est-ce que je peux garder ce taux? Voilà. Donc, notre rôle, ça va vraiment d'être dans l'écoute, dans l'accompagnement, dans le conseil. Pas tous les projets sont finançables, malheureusement, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte d'accompagner nos partenaires agents immobiliers pour trouver les bons acquéreurs dans ce désert un petit peu, quand il y a moins de volume, essayer de ne pas se tromper et de faire les bons choix. Ok, Julien. Tu interviens au niveau national, bien sûr. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on travaille principalement à distance. On a un espace client dédié où les clients peuvent déposer sur un lien sécurisé leurs documents. Le logiciel se charge de classer les documents pour eux et pour nous, du moment que ce soit des PDF. Important, voilà, pas des photos prises avec un smartphone, des vrais PDF, des documents qu'on télécharge. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises ont le bulletin de salaire dématérialisé, les relevés de compte dématérialisés. Donc finalement, c'est assez facile. Le client, en 5 minutes, il dépose son dossier sur son espace client, le logiciel le classe pour nous. Et ensuite, moi, je vais pouvoir interroger l'ensemble des partenaires bancaires avec qui je travaille. Très bien. Bon, on va attaquer un petit peu là. On reviendra vers toi dans 5-10 minutes. On va essayer de tenir, comme d'habitude, le timing et pas dépasser 1 heure de visio. Gilles se connecte, il avait un rendez-vous, il arrive. Donc, on va faire un petit peu de point sur l'activité. On a attendu, on a décalé jeudi moins info. D'habitude, c'est le premier jeudi de chaque mois. Et on a décalé au deuxième parce que le mois de mai a été assez, on va dire, a été au ralenti, quel que soit le réseau, quelle que soit votre activité. Même ceux qui sont CGP et qui font des avis d'imposition, enfin, qui font des déclarations d'impôts pour leurs clients. Ça n'a pas réagi au niveau des clients, même de fait de passer d'une tranche d'imposition à une autre, puisque les barèmes ont évolué. Ça n'a pas redéclenché de dynamisme dans l'immobilier neuf, comme ça a pu le déclencher les années précédentes. Donc, on en reparlera avec Gilles. Donc, moi, je vais refaire un point sur le marché de l'immobilier ancien. Alors, que vous dire? Il y a beaucoup de choses à dire, en fait, comme souvent. Déjà, l'évolution des prix. Bon, c'est relativement stable, mais on voit qu'il y a certaines disparités de certaines villes à d'autres villes. Bon, sans surprise, le sud progresse, que ce soit Toulouse, Montpellier, Marseille. Les prix continuent à progresser. Donc, ce qui est assez intéressant parce que effectivement, il y a une demande qui génère l'augmentation des prix. S'il n'y avait pas de demande, ça serait à la baisse. Et inversement, des villes, alors pourquoi Bordeaux, on ne sait pas trop, mais Lille ou Strasbourg, il y a les prix au mètre carré évoluent à la baisse. Mais grosso modo, tout ce qui est Atlantique et côtier, que ce soit sur la Méditerranée, l'Atlantique, voire le Finistère et la Normandie, les prix ont tendance à augmenter. Après, sur l'intérieur du pays, c'est vraiment plus disparate. Aussi bien Lyon, il y a une petite hausse, bon, qui n'est pas forcément significative, de 1,5%. Autant Grenoble est à la baisse. Tout ce qui est montagne, ça se maintient à un très haut niveau, voire ça continue à augmenter.
Et tout ce qui est ruralité, par contre, là, effectivement, il y a des prix qui sont sensiblement à la baisse de 3 à 4 parce que, justement, les gens, aujourd'hui, peut-être reviennent de la campagne. Alors, par rapport aux déserts médicaux, par rapport, il y a plein d'explications. On ne va pas rentrer dans les explications là aujourd'hui, maintenant. Mais voilà, il y a cette problématique qui est importante de soins. Et je pense que les gens se rapprochent des villes de plus en plus. Concernant ce qui est important, c'est qu'au mois de mai, il y a eu beaucoup de pans. Il y a eu beaucoup de pans, il y a eu la guerre en Iran. Donc on peut raisonnablement penser, quid de la confiance des ménages et des intentions d'achat. Alors, toutes les enquêtes, et ça c'est, alors je ne vais pas dire assez révélateur, parce qu'au contraire, c'est surprenant. Toutes les enquêtes d'opinion indiquent qu'il y a une amélioration progressive de la confiance des ménages quant à l'achat d'un bien immobilier. Voilà. Alors, cette confiance, elle est portée par une économie qui est plus stable, bon, des taux, on va dire, raisonnables, et on en parlera tout à l'heure. La crainte, c'était la hausse brutale des taux qu'on a subi après le déclenchement de la guerre en Ukraine et qui a plombé l'activité immobilière, donc il y a 3 ans, en 2023. Donc là, il n'y a pas eu de remontée des taux. On verra tout à l'heure, parce qu'on s'est briefé avec Julien par rapport à la BCE qui va certainement remonter ses taux par rapport à la hausse de l'inflation. Mais aujourd'hui, il y a un écart qui peut subsister entre l'intention d'achat et le passage à l'acte. Et ça, c'est notre quotidien. Ça, c'est clair, net et précis. Le nombre de transactions est à la baisse. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Au mois de mai, avril a été plus bas que prévu, qu'estimé. La reprise qu'on a connue fin 2025 s'est enrayée en mars, avril, mai. Et les ponts du mois de mai n'ont pas aidé à la relance du volume de transactions. Donc cet écart, encore une fois, peut subsister entre l'intention d'achat et le passage à l'acte, mais ça dépend de beaucoup de choses, à la fois des conditions locales des offres et du prix au mètre carré. Donc, pour transformer ces intentions d'achat, il faut qu'il y ait systématiquement, on verra tout à l'heure, un dossier solide. Et voilà, s'il y a une intention d'achat, ça va se concrétiser. Alors, pas dans l'immédiat, pas dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais là, le mois de juin, le téléphone ne sonne pas beaucoup plus qu'au mois de juin, oui, ne sonne pas beaucoup plus, pardon, qu'au mois de mai, mais il y a quand même des acquéreurs. Donc, il y a moins de volume d'appels, moins de leads. Par contre, ce sont des appels et des leads beaucoup plus qualifiés. Donc, bon, à chacun de nous de faire son travail de conseiller immobilier, que ce soit en agence ou mandataire. Mais voilà. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le plus important, c'est que, et ça c'est important, l'impact de l'inflation de la politique monétaire, aujourd'hui, ne se traduit pas par un stop and go. Donc, il y a encore du volume, moins qu'espéré. Grosso modo, c'est à peu près équivalent à ce qui s'est passé en 2025. Mais bon, voilà, les intentions sont là. Après, qu'est-ce qui va se passer demain? Ça, malheureusement, on ne le sait pas trop. Mais je sais que nos différents réseaux que j'ai le plaisir de gérer, les volumes sont flat, on va dire, mais il y a des belles commissions. Donc, même si effectivement tout le monde tire les commissions à la baisse, on arrive quand même à maintenir ces taux. Encore une fois, le problème, c'est les gens qui ont acheté post-Covid, où il y a eu une flambée des prix. Aujourd'hui, de revendre, les gens ont acheté à 1% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, ils se positionnent, dire bon, demain, je dois acheter, je vends mon bien, est-ce que je vais gagner quelque chose ou pas? Je vais faire flat. Et derrière, au lieu d'acheter à 1%, un taux d'intérêt de 1%, je vais acheter avec un taux à 3,50. Donc, les gens réfléchissent à 2 fois. Et si les gens réfléchissent à 2 fois, ça fait un marché un peu à tonne et qui, malheureusement, ne nous permet pas de faire des volumes espérés
comme on pouvait l'espérer en fin d'année 2025, sur le dernier trimestre 2025, et sur cette pente ascendante en termes de nombre et de volume de transactions. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bon, Gilles a fini son rendez-vous. On parlera d'immobilier neuf un petit peu plus tard et d'investissement locatif. Je vais passer la parole à Julien. Donc, Julien, où en sommes-nous au niveau des taux d'intérêt? Parce que ça intéresse beaucoup les conseillers immobiliers qui nous écoutent. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on est dans un marché, donc, comme je vous le disais en introduction, où on a pas mal de primo-accédants. Donc, ça, c'est quand même intéressant pour nous et pour notre marché, parce qu'eux, ils n'ont pas forcément connu les taux bas post-Covid, comme tu le disais. Aujourd'hui, le début d'année, on n'a pas eu les baisses de taux espérées en début d'année, mais on a enfin, au mois de juin, quelques partenaires bancaires qui ont baissé leur grille de taux. Là, l'interrogation qu'on va avoir, c'est que c'est aujourd'hui et demain que la BCE va relever son taux directeur de 0,25 points maintenant pour essayer de contraindre un petit peu cette inflation. L'idée, c'est que même si la BCE serre un petit peu la vis et augmente son taux, ça ne va pas avoir un impact direct sur les banques qui restent, elles, en recherche de clients et de nouveaux clients pour alimenter leur portefeuille. Le crédit immobilier, c'est vraiment la porte d'entrée pour des nouveaux clients quand on est en conquête bancaire et surtout sur des primo-accédants. Donc aujourd'hui, ce marché-là du jeune actif, moins de 36 ans, en CDI, avec des revenus, les banques vont se bagarrer un petit peu pour les avoir. Et les ménages qui vont vouloir emprunter, qui sont dans cette configuration, pourront aller chercher des taux autour de 3,10, 3,20 sur 25 ans sur ce genre de profil. Là où peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir un peu plus de difficultés, où il va falloir être assez intelligent dans la manœuvre, ça va être sur des clients qui sont déjà propriétaires, qui ont acheté en 2021, 2022 avec des taux autour de 1,50, 2%, ou voire même des taux autour de 1%. Ceux-là, il va falloir réellement pouvoir se positionner avec eux pour leur expliquer, voilà, aujourd'hui, le 1% n'existera plus. Donc, si vous voulez plus grand, si vous voulez un nouveau bien, si vous voulez déménager, il va falloir faire un trait sur ce crédit-là, repartir sur un nouveau crédit. Et ce qu'on explique aussi, c'est qu'aujourd'hui, si c'est à 3,20, demain, peut-être que si les taux rebaissent dans 4 ans, dans 5 ans, on pourra renégocier de nouveau ce crédit et faire baisser la mensualité, faire baisser la durée. Là où je suis quand même content, c'est qu'en début d'année, on disait à nos clients, n'attendons pas forcément une baisse de taux, parce qu'on avait pas mal de clients qui disaient oui, ça va baisser, ça va baisser. Nous, on disait non, autant acheter maintenant, parce que finalement, à mi-juin, on peut faire le constat, au 11 juin, à mi-juin, il n'y a pas réellement eu de baisse de taux entre le 1er janvier et le 1er juin. Et finalement, si vous êtes locataire, vous payez 1 200 € de loyer, vous avez déjà perdu quasiment 7 000 €. Et ça impacte directement. Même si vous étiez propriétaire à 3,60, vous auriez déjà un petit peu capitalisé du capital. Donc, pour des clients qui se posent la question de dire ouais, j'attends une baisse de taux, non, n'attendez plus. Faites peut-être une offre, négociez l'offre sur le prix de vente. On voit passer des dossiers avec des offres des fois inférieures au prix qui était peut-être affiché sur l'annonce. Mais en tout cas, il vaut mieux se lancer et devenir propriétaire que continuer à payer un loyer qui va faire qu'augmenter, vu l'inflation et vu du coup la hausse des taux de la BCE. Votre loyer à 1 000 € par mois, l'année prochaine, il sera à 1 100, dans 2 ans, il sera à 1 200, et chaque année, vous perdez 10 000 €. Donc, en étant propriétaire, vous actez, même à 3,20 ou à 3,30, vous actez votre stratégie financière pour les 20 prochaines années. C'est ce devoir d'explication, Julien, que tu fais bien de rappeler, qui est primordial. Et vraiment, ton explication est très claire. Parce qu'au moins, voilà, si ceux qui sont réfractaires effectivement on va dire, à oublier leur taux à 1% pour passer à un taux à 3%, le devoir d'explication, il est là.
Et je pense qu'effectivement, le fait d'expliquer que l'inflation aujourd'hui est repartie, alors on est en période de récession en France, hein, puisqu'on était en négatif sur le PIB était à moins 0,1 sur le premier trimestre. Cette période de récession est importante. Si la BCE veut augmenter ses taux, c'est parce que justement il y a une reprise de l'inflation. Et alors, notamment les primo-accédants, c'est important parce qu'effectivement les prix des loyers flambent rapidement. Et à coût de 2-3% par an, ça va vite. Et effectivement, le fait de figer une mensualité sur les 20 prochaines années, ça donne on va dire, de la confiance aux primo-accédants. Après, est-ce que la question pour ceux qui sont déjà propriétaires et qui veulent revendre, qui ont effectivement eu un taux à 1 ou 2%, au niveau, est-ce qu'on peut faire des prêts relais, par exemple? Est-ce que ça... Alors, la mécanique du prêt relais, elle va pouvoir se mettre en place quand on va avoir des clients qui auront 30% d'écart entre la valeur du bien et le montant du crédit qui leur reste à rembourser. Ça, c'est vraiment la constante mathématique, déjà la porte d'entrée obligatoire. C'est-à-dire que j'ai un bien aujourd'hui estimé par un professionnel de l'immobilier, et c'est là où il faut que le professionnel soit un vrai professionnel et ne fasse pas une estimation de complaisance, mais une vraie estimation de valeur de marché. J'ai un bien immobilier qui vaut 300 000 euros, il me reste 200 000 euros de crédit à rembourser. OK, je peux me lancer dans une opération de prêt relais. La banque va m'avancer la différence. Maintenant, j'ai un bien qui est estimé de 300 000 euros, il me reste 280 000 euros de crédit à rembourser. Non, je ne pourrai pas faire de prêt relais. La banque n'acceptera pas et de toute façon, c'est aussi vous se mettre face à une réalité de marché où vous vous mettrez même potentiellement en danger. À ce moment-là, ce qui va se passer, parce qu'on a des clients aussi qui sont dans cette configuration, c'est qu'il va falloir être très réactif et très avec l'accompagnement des professionnels. Je trouve un bien qui m'intéresse, je sais que je dois vendre avant d'acheter, je vais expliquer cette situation de manière très claire. L'agent immobilier va venir récupérer un mandat de vente pour mon appartement et on va partir dans un projet de vente en cascade accompagné du courtier et du notaire où tout le monde va se mettre d'accord. OK, monsieur le client, je suis d'accord de vendre mon bien, je suis d'accord de mettre dans les conditions suspensives d'obtention que vous devez réaliser la vente de votre appartement. L'agent immobilier est confiant et se charge de la vente. Vous avez bien compris qu'on ne va pas faire trop les difficiles et que si le marché est à 300, il vaut peut-être mieux démarrer à 290. Comme ça, tout va s'enclencher. Et sur 3 semaines, un mois de battement entre la signature des deux compromis, je mène les dossiers à bon terme, en bonne intelligence, en bonne communication avec les notaires, les vendeurs, les acheteurs, les agents immobiliers. Ce qui va être intéressant, nous, dans ce cas de configuration-là, c'est de confier en fait que l'acheteur du nouveau bien confie la vente de son bien actuel à la même agence. Ça facilite grandement les choses. J'ai des exemples là en ce moment avec des agences. Les clients trouvent une maison, ils ont un bien, l'agent immobilier vient chez eux, prend le mandat et tout se passe bien. En fait, il m'interroge pour les acquéreurs potentiels. Je sonde les capacités financières de leurs acquéreurs. J'ai des primo-accédants qui se positionnent sur leurs biens. Aucun problème. Ça, c'est accompagné. Alors, on fait un petit peu, du coup, ce qui est un petit peu dommageable, mais ça, c'est un peu une parenthèse, c'est que c'est les clients qui font un petit peu le rôle de la banque. Le client accepte de mois. L'acquéreur se dit peut-être qu'il vaut mieux que je baisse un petit peu le prix de vente de mon appartement pour le vendre plus vite. Tout le monde se substitue un petit peu à la banque, mais en attendant, c'est ce qui permet que le marché continue quand même d'avancer. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu près sur les taux que l'on a sur du taux fixe aujourd'hui, sur du 15 ans, du 20 ans, du 25 ans? Aujourd'hui, je vais faire une distinction qui est quand même importante, c'est sur la notion d'apport. Vous arrivez avec l'apport de tous les frais, donc frais de notaire, frais de dossier, frais de garantie. Aujourd'hui, on va considérer 10% du montant de l'opération nécessaire pour considérer qu'on a l'apport des frais. Donc, j'achète, toujours cet exemple, j'achète un bien à 300 000 euros, j'ai 30 000 euros d'apport. J'ai une situation qui me permet d'emprunter et des revenus qui me permettent de respecter les normes d'endettement. Donc, toujours pareil, un tiers des revenus engagés dans l'opération. Vous prenez votre salaire, vous le divisez par 3, ça vous donne la mensualité. Je peux obtenir 3,10, 3,20 sur 25 ans, sur ce genre de profil, sur de la conquête. Maintenant, je me positionne sur un bien à 300 000 euros. J'ai 7-10 000 euros d'apport, donc je vais être dans une opération de surfinancement. J'ai des partenaires qui sont OK de le faire
Par contre, je ne deviens plus dans une situation où je suis en position de négociation avec eux. Je vais être en négociation de faisabilité. Ça va s'étudier. Je vais plutôt être autour des 3,50, 3,60 sur ce genre de profil. On le fait quand même, le surfinancement. Les banques acceptent encore, dans une certaine mesure, des brevets de surfinancement quand on les explique bien, quand on les défend bien. Maintenant, il faut comprendre que je n'aurai pas 3,10 sur 25 ans sur quelqu'un qui veut emprunter plus que la valeur du bien. 100% du bien, d'accord. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des financements, alors je parle pour l'investissement locatif, des financements à 110%? Sur l'investissement locatif, je vais avoir du financement à 110%. Par contre, la banque va souhaiter que le client soit déjà propriétaire et qu'éventuellement, on puisse aussi avoir de l'épargne complémentaire ou de l'épargne à transférer. On peut expliquer aujourd'hui une opération à 110% sur l'investissement locatif, sur des gens qui peuvent être aussi hébergés par leur employeur, sur des gens où on a des situations aussi un petit peu de famille recomposée. Monsieur est propriétaire, madame habite chez monsieur. Madame te dit, ben, je vais quand même acheter un bien à moi, le mettre en location. Voilà, ça c'est du cas par cas. Il ne faut pas fermer la porte, mais en tout cas, il faut l'étudier et il faut que le dossier il s'explique en fait. À l'inverse, on a une petite population là, de nouveaux Instagrammeurs, de nouveaux YouTubeurs qui expliquent aux gens qu'ils vont pouvoir faire 6, 7, 8, 9 opérations, devenir rentiers en immobilier. Ceux-là, on les voit vite arriver. Ils arrivent avec des business plans de ChatGPT. Ceux-là, ils peuvent nous expliquer tout ce qu'ils veulent, mais les banques ne leur prêteront pas d'argent. D'accord, ok. Est-ce que dans l'immobilier neuf, est-ce qu'il y a on sent un frémissement ou, par rapport au taux zéro, par rapport à l'ouverture du taux zéro sur les maisons individuelles, etc. Oui, exactement. Nous, ce qui est reparti, en tout cas sur notre secteur, donc sur Marseille et environ, au niveau de la maison individuelle, ça, c'est reparti. Parce qu'effectivement, ben, vous bénéficiez des frais de notaire réduits ou des frais de notaire des fois offerts par les promoteurs. Vous allez bénéficier du prêt à taux zéro. Donc, si vous êtes un foyer avec des revenus cohérents et 2 enfants, par exemple, vous pouvez avoir 120 000 euros à taux zéro. Donc, quand on emprunte à 3,50 avec 120 000 euros à zéro, ça va faire un taux autour des 2,10, 2,20. Donc ça, c'est super intéressant. Sur la maison individuelle, vous allez gommer aussi les charges de copropriété. Forcément, aujourd'hui, on le voit, hein, avec les fonds de travaux qui augmentent, avec l'inflation, avec le coût des matières premières pour les copropriétés, le coût de l'énergie. Donc, on voit des charges de copro des fois qui arrivent à 300, 350 euros. C'est un mini-crédit, en fait, dans le crédit. Déjà. Donc aujourd'hui, les gens ils se tournent vers la maison individuelle et l'ouverture du prêt à taux zéro a relancé ces projets-là sur la construction individuelle, on va dire résidence principale, appartement. On manque de foncier, donc les programmes ils sortent un peu moins. On n'a pas forcément, nous, dans notre secteur, beaucoup de nouveaux programmes qui se lancent, donc on est un peu moins sollicité par nos partenaires. Sur les programmes neufs VFA, appartement. Gilles en parlera peut-être mieux que moi s'il a une vue, lui, plus nationale sur les lancements de programmes. En tout cas, nous, sur la région PACA, il y a un peu moins de programmes que précédemment qui sortent de terre. Ok, si vous avez des questions au niveau des taux d'intérêt ou de certains financements, sur le chat, n'hésitez pas à poser des questions à Julien qui vous répondra. Et Julien, si tu peux remettre tes coordonnées aussi sur le chat, c'est important. Et on va passer le ballon à Gilles Basque, qui est le directeur commercial de la plateforme d'immobilier neuf direct aux produits immobiliers. Alors, je sais que tu as eu pas mal de programmes en exclusivité là, ces derniers temps, Gilles. Oui, bonjour à tous d'abord. Je vais rebondir sur ce que disait Julien. Et ce que a confirmé le président des promoteurs, du syndicat des promoteurs français, M. Boulanger, il y a 25% des programmes prévus par les promoteurs qui sont annulés, qui sortent. Donc, ce qui fait beaucoup, ce qui est énorme. Ça, c'est très important à retenir. Ça veut dire qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a de grosses difficultés. Mais la difficulté, elle est beaucoup plus sur le plan promotion immobilière que sur le plan commercialisation. Je m'explique.
C'est deux milieux totalement différents au niveau économique d'un immobilier neuf. Les promoteurs immobiliers vont être, par exemple, soutenus, comme à chaque fois qu'il y a une décroissance dans l'immobilier neuf, soutenus par l'État, par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts, par l'intermédiaire de la Banque des territoires, qui met sur la table des centaines de millions pour acheter des programmes en bloc aux promoteurs, entre guillemets pour les sauver, mais en réalité, ce n'est pas les promoteurs qui veulent le sauver. Ils veulent sauver toute l'industrie de l'immobilier, toute l'industrie du bâtiment. Parce que c'est énormément d'interventions dans l'immobilier neuf. Sur une seule opération, il y a entre 50 et 70 corps de métier qui travaillent sur l'opération de promotion immobilière. Donc, l'État met de l'argent sur la table, comme à chaque fois, pour racheter en bloc les programmes neufs et aider les organismes sociaux à récupérer ces programmes-là. Ça, c'est un point. Mais de l'autre côté, pour la commercialisation, il existe des niches toujours qui fonctionnent. Et là, Julien, notre courtier, vient d'en annoncer une, ou deux même. Il a parlé de l'accession à la propriété. L'accession à la propriété dans l'immobilier neuf est une niche en commercialisation qui fonctionne toujours. Pour la bonne raison, c'est que l'accès à la propriété dans le neuf, il bénéficie sur les programmes de taux réduits de TVA à 5%, ce qui fait des prix qui sont beaucoup plus accessibles pour eux, bénéficient du prêt à taux zéro, donc je viens d'en parler tout à l'heure, et d'autres avantages, ce qui fait qu'il y a toujours ce marché de l'accession à la propriété pour les primo-accédants, je dis bien, le primo-accédant, c'est une personne, ou c'est des personnes qui ne devront pas être propriétaires les 2 ans précédents leur demande d'acquisition pour bénéficier de tous les avantages liés à l'accession à la propriété pour le primo-accédant. Donc ça, c'est une niche qui fonctionne actuellement. Deuxième niche dont a parlé Julien qui fonctionne, c'est la maison individuelle qui a repris, qui était vraiment au plus bas l'an dernier, et ainsi de suite, et grâce à l'ouverture du prêt à taux zéro, et ainsi de suite, qui a repris, d'autant plus que la maison individuelle permet, je dirais, des ventes à multiniveau. Enfin, quand j'ai multiniveau, je ne parle pas des vendeurs, je parle du niveau de finition des logements. Hein, on peut acheter une maison individuelle avec le gros œuvre terminé et se terminer le second œuvre, ou le gros œuvre second terminé et terminer toutes les finitions. Il y a toujours des trucs à faire pour arriver à réduire le volume d'investissement par les accédants à la maison individuelle. Et ça, c'est un marché qui est très porteur en ce moment. Alors, je sais, vous n'êtes pas spécialiste de la maison individuelle, et vous êtes un spécialiste de la transaction immobilière. Et dans la transaction immobilière, il existe le terrain à bâtir. Donc, si vous avez du terrain à bâtir, ou si vous pouvez récupérer des terrains à bâtir dans vos secteurs, il y a une ouverture aujourd'hui sur la maison individuelle. C'est encore une niche. Ensuite, vous avez une niche aussi qui fonctionne toujours, qui a été un peu malmenée et qui est mal comprise aujourd'hui, c'est le loueur meublé non professionnel. Le loueur meublé non professionnel, c'est quoi? C'est investir dans un logement livré meublé, bénéficiant d'un mandat de gestion meublé ou d'un bail commercial à meubler. Et ce statut fiscal a été fortement modifié pour tous ceux qui font de la gestion locative saisonnière, de la gestion locative de courte durée, Airbnb et compagnie. Mais par contre, tous les investisseurs, tous les particuliers qui investissent dans le logement meublé et qui le louent sur de la longue durée, un exemple simple, aux étudiants. Ça considère du moment que vous avez des contrats de location qui dépassent la semaine, le mois, au mois par mois, vous êtes dans le logement meublé longue durée. Et que vous optez pour une fiscalité, une comptabilité dite au réel, c'est toujours excessivement avantageux. C'est excessivement avantageux pourquoi? Parce que ça efface la totalité des revenus que vous produisez à loyer, et vous avez la capacité d'amortir les murs et d'amortir les meubles, d'amortir les murs sur des délais de 25 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et les meubles sur 7 ans, ce qui fait que
vous n'êtes jamais fiscalisé sur les revenus produits par l'immobilier à loueur meublé non professionnel. Et ça se fait sur du neuf, sur les programmes destinés à ça, neuf, ça se fait sur de la revente et ça se fait sur des logements anciens qui sont achetés meublés et qui rentrent dans le statut du loueur meublé non professionnel. C'est un très bon investissement. En même temps, pour les acquéreurs, c'est des tickets d'entrée qui ne sont pas très élevés par rapport à l'immobilier en général. Voilà. Donc, les marchés qui encore fonctionnent, c'est ça. Et je reviens à ce que je disais au début, je disais il y a une différence entre la promotion et la commercialisation. Et la preuve, c'est qu'en commercialisation, dans les exemples que je vous ai donnés, il y a toujours des niches, il y a toujours des stocks à vendre, il y a toujours des produits que le promoteur, lui, par contre, il attend un gros volume de vente rapidement, comme il s'est habitué depuis des années, pour sortir d'autres opérations, et ainsi de suite. On n'est pas du tout sur les mêmes schémas. Donc, il existe aujourd'hui, en neuf et en revente aussi à loueur meublé, des opportunités très intéressantes à faire, justement, par ce ralentissement du marché et par des niches d'acquéreurs qui sont sensibles à certaines possibilités. Je voudrais rajouter, par rapport à ce que dit Julien précédemment, quand on est aujourd'hui dans que j'entends dire on avait des taux à 1,5, 1,20, 1,30, et on est passé à des taux de 3,50, de 3,60 et on va monter encore, il faut savoir que l'exception, ce n'est pas être à 3,50 ou à 3,60. Hein. L'exception, c'était d'être à 1,20. J'ai démarré l'immobilier dans les années 80, 1985. Je peux vous dire qu'en 85 et aujourd'hui, si je fais la moyenne, on a été toujours à 5% d'intérêt sur les prêts. On n'a jamais été à des taux de 1 point. On n'avait jamais connu ça. Donc l'exception, c'était la période à 1, 2 points. Et cette période, vous la reverrez jamais. Donc il faut revenir dans des taux normaux, dans des taux d'une économie qui a des difficultés aujourd'hui au niveau mondial, mais une économie, une fois qu'elle est stabilisée, vous verrez bien, elle tournera entre 3,5 et 5 points. Ça sera ça la règle. Et ça a toujours été ça la règle. Voilà ce que je voulais dire précisément là-dessus. Ensuite, j'ai rien à dire de particulier, sauf que oui, il est exact que c'est un marché en difficulté, mais c'est plus en difficulté du côté du constructeur que du côté du vendeur. Parce que Gilles, pour les vendeurs, pour les acquéreurs, il y a des opportunités. Voilà, Gilles, je voulais que tu précises certains points. Tu me parlais, quand on a fait le point hier pour préparer la réunion de ce matin, que tu avais des opérations où il y avait du 7, voire du 8 ou du 9% hors taxe sur le TTC, que tu avais des programmes en exclusivité et que tu lançais très prochainement la commercialisation de produits en Espagne. Donc, oui, on a des opportunités. On a par exemple une opportunité à Saint-Raphaël, dans le Var, avec le programme Villa Victoria, où là, on vous propose une rémunération de 7% hors taxe du TTC sur cette opération-là, ce qui est exceptionnel en région PACA et ce qui est exceptionnel actuellement pour un produit quand même situé dans une zone qu'on peut considérer haut de gamme et à fort potentiel patrimonial. Ensuite, nous avons des opportunités qui vont arriver assez rapidement. Là. Donc, nous allons avoir une opération à Ibiza et une autre opération sur la côte méditerranéenne espagnole avec des produits haut de gamme de très bonne qualité qui seront aussi en exclusivité avec notre partenaire espagnol et qui auront comme avantage de pouvoir travailler de deux façons. Ou vous pourrez vous-même dire, ben voilà, j'ai un client, je m'en occupe de A à Z, je vais lui vendre un appartement, un logement, et je fais tout de A à Z, c'est-à-dire du début de la présentation jusqu'à la signature au notaire. Ou vous aurez la possibilité de vous confier votre client en tant que prescripteur, et nous le prenons en main sur le territoire espagnol, parce que justement la difficulté aujourd'hui des Français achetant en Espagne, c'est les conditions de financement, bien sûr, toujours pareil, les conditions fiscales et ainsi de suite, qui sont très avantageuses en Espagne, les conditions juridiques de l'achat. Et nous avons toute une équipe en Espagne qui est là pour justement s'occuper de tout ça
prendre en main le prospect intéressé, le client intéressé, et s'occuper, mais déjà, de le recevoir, de lui faire visiter, de lui montrer les biens, et ainsi de suite, et deux, de lui amener le financement nécessaire avec le courtier espagnol, de lui amener tout l'ingénierie fiscale et juridique nécessaire autour de l'acquisition pour que tout se passe bien, en bonne entente, et que tout soit fait de façon correcte et sans que vous ayez à vous investir outre mesure là-dessus pour obtenir un résultat. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle façon de procéder. On aura même ça bientôt, je pense, avec des opérations au Maroc et une opération aussi à Ajaccio, en Corse, qui sera excessivement intéressante car elle est carrément sur les rochers, en bord de mer, un truc qui est impossible à faire aujourd'hui avec la loi littorale. Et là, c'est un grand hôtel qui est repris pour être réhabilité en résidence de tourisme haut de gamme, et donc qui permet aussi d'avoir des opportunités très intéressantes comme ça. Pour revenir à oui. Attends, 2 secondes. Julien, pour expliquer à nos auditeurs, est-ce qu'on fait toujours, Julien, la garantie déplacée? Oui, la garantie déplacée, elle va pouvoir se mettre en place sur des dossiers où en fait on va faire une étude croisée à la fois sur la valorisation foncière du patrimoine du client et à la fois sur son profil de revenus, parce qu'on sera quand même malgré tout sur une garantie déplacée, sur une étude de solvabilité financière liée au fameux 33% d'endettement, avec un patrimoine. L'idéal pour ce genre de dossier, c'est déjà de nous consulter, mais c'est de poser la question de dire au client, est-ce que vous avez un bien sur lequel vous n'avez pas de crédit? Et à ce moment-là, on a des partenaires qui seront des organismes financiers, ce ne sont pas des banques de dépôt classiques, qui seront en capacité de prêter 50, 60, jusqu'à 70% de la valeur du bien. Ça, c'est des choses qu'on fait, effectivement. C'est du cas par cas. Et donc, ça permettrait d'acheter soit en Espagne, soit au Maroc. Ça, voilà, là, on va s'adresser aux baby-boomers, hein. Il faut dire les choses, mais au baby-boomer qui a sa villa payée, estimée à 1 million d'euros, qui est retraité et qui veut se faire plaisir en achetant un bien en Espagne, oui, ça, on pourra, et qui n'a pas de crédit sur sa villa, bien évidemment, on pourra prendre une garantie. On passe par de la garantie hypothécaire, donc en fait, on va reprendre une garantie hypothécaire sur son bien, sur sa villa qui n'a pas de crédit. On va affecter de la trésorerie qui va permettre l'achat immobilier en Espagne. D'accord. Gilles, je te repasse la parole. Oui, je disais que pour l'Espagne, il y a des avantages qui sont intéressants. Les avantages qui sont intéressants, par exemple, moi je suis très orienté, vous l'avez compris, immobilier investissement depuis de nombreuses années, mais pour le particulier français qui achète en Espagne et qui souhaiterait mettre en location son bien de façon permanente ou de façon périodique, ainsi de suite, pour faire des revenus, les revenus fonciers en Espagne ou les revenus qu'on appelle BIC en France bénéficient d'un forfait fiscal. Et ils sont peu fiscalisés. Et une fois que ce forfait fiscal espagnol est appliqué, il peut très bien récupérer son argent sur son compte en France ou le ramener en France hors fiscalité. Il n'est plus fiscalisé, a été fiscalisé une fois dans le pays où le revenu a été créé, et ce transfert de fonds, ces fonds ne sont plus fiscalisés sur le territoire français. Voilà, pour faire simple, pour donner des mots simples. Ça c'est déjà important. Tu sais le forfait en Espagne. Non, justement, là, j'ai un trou de mémoire, là. C'est très intéressant, je sais. Deuxièmement, l'avantage qu'il y a aussi au niveau, comme on appelle ça, comme disait Julien, c'est beaucoup de baby-boomers qui achètent en Espagne. Et souvent, l'acheteur qui va en Espagne, il arrive, il est déjà décidé, il a le pognon pour acheter. Que là, on ouvre un marché à tous ceux qui n'ont pas forcément l'argent immédiat pour acheter et qui n'ont pas forcément décidé au départ d'acheter en Espagne. Donc, le fait est, c'est que ce qui est intéressant aussi pour ces gens-là, c'est que la succession sur ces biens-là ne coûte rien en Espagne.
C'est-à-dire, vous achetez en Espagne, dans la succession, vos enfants doivent hériter, votre fils, votre doit hériter du bien espagnol. Sur le territoire espagnol, il n'y a pas de droit de succession sur ces opérations-là. Donc, il y a plein d'avantages. Juste, je te coupe, je regardais, parce que je pense que 15%, c'est 19%. L'imposition forfaitaire sur les revenus fonciers en Espagne. Voilà. Quel que soit votre revenu foncier en Espagne, le revenu de vos locations en Espagne, vous avez 19% de taxation, d'imposition, et une fois ces 19% établis, le solde de l'opération, vous voulez le rapatrier sur vos comptes en France, il est hors fiscalité. Voilà. Donc, et même si vous ne le rapatriez pas, comme ça peut arriver souvent, parce qu'il y a l'intérêt aussi à laisser du pognon peut-être en Espagne, 19%, c'est rien du tout par rapport à la fiscalité française sur les revenus fonciers. C'est rien du tout. Voilà. Et alors, tous ces avantages-là sont faits pourquoi? Sont faits parce qu'il y a un marché espagnol de la location qui n'existe pas en réalité. Les Espagnols, jusqu'à la dernière crise qu'on a eue en 2018, je crois, il y a eu une grosse crise immobilière en Espagne, les Espagnols étaient propriétaires. On était toujours propriétaires. Tout le monde devenait propriétaire. Et des fois de plusieurs biens. Et la location, ce n'était pas le marché. À part quelques locations de vacances en bord de mer ou autre, ça n'existait pas en Espagne réellement. Et là, aujourd'hui, par contre, il y a une grosse population intermédiaire, comme on appelle en France, qui a des besoins locatifs. Et il y a une grosse population européenne de transferts qui vont vivre en Espagne tous les ans, qui cherchent aussi, qui ont besoin de location. Voilà. Donc, tout est fait pour avantager le marché en Espagne du développement de marché locatif, de l'investissement immobilier, de tout ce type de produits-là. Et par contre, on arrive à avoir des produits aujourd'hui d'une garantie égale aux produits français. Pour vous donner un titre d'exemple, le principe de la vente en Espagne équivalent au contrat de réservation français, qui est un engagement à l'achat, obliger le réservataire, au départ, d'amener quasiment en 3 mois 50% du montant de son acquisition pour pouvoir acheter. Aujourd'hui, il y a des banques, donc là, les produits dont je vous parle qu'on va mettre à la vente dans quelques jours, sont des produits qui sont issus de partenaires bancaires, qui, eux, se mettent dans la ligne de fonctionnement française, du système français, c'est-à-dire un peu d'apport réservation, et après, une clause suspensive tant qu'on n'a pas le crédit. Voilà, donc, on devient dans un système très sécurisé. Et en même temps, les banques garantissent totalement le bien. C'est-à-dire, si vous achetez et l'opération ne se livre pas, eh bien, la banque vous rembourse la totalité de votre investissement. Voilà, j'avais fini. Merci beaucoup, Gilles. C'était très instructif et ce que je te propose, c'est qu'on fasse éventuellement même une visio très prochainement avec justement le partenaire espagnol qui nous présente des produits de défiscalisation qui peuvent être effectivement intéressants. Oui. Ce qu'il faut noter là par rapport à ce que l'on a vu aujourd'hui, là, c'est qu'il y a quand même de l'argent sur le marché. Il y a quand même des propriétaires qui ont pas mal de produits immobiliers, de biens immobiliers. Et il y a toujours des solutions. Même s'il y a peu d'acquéreurs, même s'il y a peut-être un peu moins de vendeurs, ou à des prix exorbitants qui sont hors marché. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose pour rebondir sur ce que tu dis. N'oublions pas que le dispositif qui a été mis en place, le Jambon, est hyper favorable à ceux qui ont déjà des revenus fonciers. Parce que ça efface totalement le revenu foncier, leur imposition sur les fonciers. Et le taux d'imposition des revenus fonciers en France est très élevé. Donc, c'est adapté à eux. Et en même temps, il y a des nouvelles dispositions, il y a des amendements qui vont améliorer le dispositif Jean-Brun avant les élections. Là, hein. C'est déjà passé au niveau de l'Assemblée. Et de nouveaux amendements qui vont arriver, comme l'ouverture sur des maisons
de ville, ce qui était interdit jusqu'à aujourd'hui, c'était que sur du collectif et de la copropriété. Ça va s'ouvrir aussi sur des maisons. Il y a des plafonnements qui vont aussi être modifiés. Dans l'ancien, le plafonnement de 30% de travaux pour bénéficier du Jean-Brun sur un investissement va changer, va tomber, je crois, à 20%, un truc comme ça. Donc, il y a des améliorations qui vont s'en venir en permanence. Mais le dispositif Jean-Brun est idéal pour ceux qui ont déjà des revenus fonciers. Bon, merci Gilles pour la précision. Ça, c'était peut-être pour notre ami Bernard Connaissant qui se posait des questions sur les investissements Jean-Brun. Mais ce qui est important, c'est que, encore une fois, même s'il y a un ralentissement, il n'est que provisoire. Et il ne faut pas lâcher l'immobilier, que vous soyez en agence, que vous soyez mandataire. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Ça évolue très rapidement. Je sais que nous, sur les différentes marques du groupe, il y a notre logiciel métier qui va arriver au mois d'août, qui va être boosté d'IA. Il y a plein de choses qui arrivent sur la prospection. On reparlera de la prospection parce que beaucoup de questionnements sur la fin de la prospection. Qu'est-ce que j'aurai le droit de faire? Qu'est-ce que je n'aurai pas le droit de faire, etc. Donc, on va faire certainement au mois de juillet et pas au mois d'août parce que beaucoup de gens seront en congé au mois d'août. Mais au mois de juillet, on va peut-être faire deux jeudis immobiliers et spécial prospection. Peut-être un spécial Jean Morin avec un spécial défiscalisation également avec l'Espagne. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, que ça va évoluer très rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les taux d'intérêt n'ont pas explosé comme c'était prévu par tous les réseaux, par tous les banquiers. Donc, il y a une stabilité. Julien nous a rassuré parce qu'il risque d'y avoir même des offres promotionnelles avec des taux à la baisse. Donc, voilà, il y a plein de choses positives qui arrivent. Il ne faut surtout pas lâcher. Vous avez des clients, vous avez des opportunités, que ce soit dans le neuf, que ce soit dans l'ancien, avec de la rémunération, avec des super taux. Gilles vous en a parlé, avec du 7 ou du 8% hors taxe sur le TTC, c'est-à-dire un programme neuf que vous allez vendre à 300 000 euros. Et vous allez toucher à 7%, fait 3 fois 7, 21, plus la TVA, ça va vous faire 25 000 euros. Voilà, donc nettement mieux commissionné que dans l'ancien. Il y a plein de choses qui évoluent. Les intentions d'achat sont là. La confiance des ménages, malgré l'essence à 2 euros, malgré la guerre en Iran, malgré la guerre en Irak, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, au niveau macroéconomique, au niveau politique, la confiance est là. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est tout à l'heure que ça va repartir, parce que demain, c'est déjà l'heure. Donc, ayez confiance dans votre capacité, dans votre talent. Ça fait, pour ceux que j'ai vus qui sont inscrits là depuis très longtemps dans l'immobilier. Donc, voilà, vous avez votre relationnel, vous avez votre réseau, vous avez des outils. Si vous n'avez pas des outils, vous nous contactez, on trouvera un réseau qui vous va bien. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'immobilier. Retravailler vos prospects, retravailler vos bases clients, les anciens acquéreurs, les anciens vendeurs. L'IA vous permet de le faire aussi, de réchauffer vos bases. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'immobilier. C'est interdit de rester les bras croisés et d'attendre que le téléphone sonne ou que les leads arrivent. C'est interdit. Voilà, clairement. Il y a toujours quelque chose à faire. Donc, profitez aussi que la prospection est encore autorisée aujourd'hui pour faire de la pige, pour travailler avec des centres d'appel si ce n'est pas le cas aujourd'hui, de travailler avec des outils de 2026, voire déjà de 2027, tout ce qui est SMS pige, etc. Il y a toujours quelque chose à faire dans l'immobilier. Voilà. Si vous avez des questions, posez-les. On va rester encore 2 minutes. Peut-être, Julien, un petit mot de la fin. On est là. Et plus que jamais, on est là. Voilà. Et plus que jamais, exactement. Voilà. Bon. Et Gilles, le mot de la fin? Le mot de la fin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, quelle que soit la situation, il y a des niches qui restent porteuses. Il y a des niches à exploiter. Dans le commercial, on est un métier d'opportunité. Dans le métier d'opportunité, ça veut dire quoi? Qu'il faut saisir l'opportunité qui se présente. Et aujourd'hui, l'accession à la propriété, le terrain à bâtir, l'investissement Jean-Brun pour ceux qui ont déjà des revenus fonciers, le loueur mobile non professionnel pour ceux qui veulent se créer un capital et une rente, sont des
sont des marchés de niche qui fonctionnent toujours, qui sont toujours là. Et justement, par la difficulté qu'on a en face, ou les vendeurs, les particuliers vendeurs, ou les promoteurs, il y a des opportunités qui se présentent partout. Il faut les chercher. Il faut aller les chercher. Et il faut aller les chercher aussi, les opportunités du côté des acquéreurs. Comme dit Christophe, il ne faut pas attendre que quelqu'un vous réponde sur une annonce. Hein? Je vais rebondir sur ce que Karine sur le chat. La pige va être interdite à partir du 11 août, mais il n'y a pas que la pige. Non, mais c'est tout ce qui touche. La prospection. C'est-à-dire que tout ce qui est non sollicité, en fait. Donc la pige téléphonique, mettre un flyer dans une boîte aux lettres, taper la porte, tout sera interdit, terminé à partir du 11 août. C'est exactement ça. Donc, tout ce qui est prospection non sollicitée, donc tout ce qui est RGPD, etc., tout ça sera interdit à partir du 11 août. Voilà. Mais on fera une émission spéciale sur la fin de la prospection et comment contourner cette interdiction, etc. Alors sans réseau, Pascal est chez Optimum, donc sans réseau, tu es mort. Il va y avoir un retour vers les agences immobilières parce que les clients, même le réseau, quel que soit ton réseau au niveau des mandataires, ceux qui n'ont pas un réseau et un réseau relationnel, c'est pas un réseau Optimum ou IAD, c'est un réseau de relationnel. C'est ça qui est important. Plus certains outils que nous, on est en train de mettre en place. C'est pour ça que je dis que le logiciel métier a évolué. Je rebondirai sur ce que dit Christophe. Il y a un retour, je dirais, à la recherche de sécurité, que ce soit du vendeur ou de l'acquéreur. C'est-à-dire, la vitrine avait perdu son charme, aujourd'hui, la vitrine rassure. Du moment que vous avez un point de vente avec une vitrine, vous rassurez parce que vous existez réellement, vous êtes là. Et ça poussera les gens, ça mène les gens à pousser la porte pour se renseigner, ou pour vendre un bien, ou pour l'acheter. Donc c'est très important. Et là, vous sortez du contexte des règles de restriction de la prospection. Voilà. On en reparlera, on fera une session supplémentaire dédiée à ça. Mais bon, voilà, vous voyez, beaucoup de choses évoluent dans tous les sens. Et je pensais, Pascal, c'est justement fait pour éliminer les mandataires. Pas forcément d'éliminer les mandataires, parce que c'est aussi valable pour ceux qui vendent du photovoltaïque, ceux qui vendent des économies d'énergie, etc., des pompes à chaleur, je ne sais quoi. Donc voilà, c'est fait pour les gens. Avant, c'était stop pub, maintenant, c'est oui pub. Vous voyez, c'est toujours dans ce système-là où voilà, donc tout ce qui est prospection téléphonique, numérique, physique, voilà, ça sera fini. Voilà, c'est clair. Donc, ça sera différent et on en reparlera. En tout cas, bonne vente d'ici là, très bonne journée et puis à bientôt. Mettez les questions là, on répond là tous les trois pendant 5 minutes encore, donc n'hésitez pas. Et puis en tout cas, bonne continuation à tous et à très bientôt. Voilà. À bientôt, merci. Au revoir. Bonne journée.